Voilà, cette chanson chorale. Alors moi, je suis très fier puisque notre invité ne connaissait pas cette chanson. Notre invité qui est chinois. Excusez-moi, j'appuie sur les boutons, pardonnez-moi. Notre invité, c'est Madame Yang Zhang de Cibola Partners, qui est donc de nationalité chinoise, même si elle a un français absolument parfait. Et elle a découvert cette chanson chorale, donc je suis très fier. Merci. Juste avant de lancer donc cette chorale toute mignonne qui fait un carton en ce moment en Chine, la petite question que je vous posais, c'est encore une fois, c'est de faire cette différence entre les problèmes climatiques et la météo, parce que par exemple cet hiver en France, on a eu un hiver assez rigoureux. Il y a un mois et demi, pareil, t'es sous moi la qui neige. suis skieur, je n'ai pas eu une saison de ski aussi abondante depuis des années, et on m'explique que le climat est en train de se réchauffer. C'est vrai que là, il y a quelque chose pour le grand public, dont je fais partie, qui est assez difficile à comprendre, à saisir, cette différence entre le climat et la météo. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse rapidement, hein, je ne vous demande pas de nous faire un cours. Oui, je ne sais pas faire le cours non plus. Bon, alors ça tombe bien, une synthèse. Alors, moi je dirais la différence, c'est vrai que le météo, on le ressent tous les jours. Oui. Alors, le climat, c'est plus une question de macro et micro, long terme et immédiat. Alors le climat, ça impacte non seulement les températures, parce qu'on entend tout le temps le réchauffement climatique, mais c'est pas simplement un problème de température, mais c'est sur l'ensemble de climat, c'est-à-dire quand il y a des sécheresses, quand il y a des inondations, quand il y a des anomalies saisonnières, ça c'est le changement climatique. Ça a un impact. La fréquence des grandes tempêtes, des grands ouragans et des dégâts qui... parce que je suppose que vous avez parmi vos clients des compagnies d'assurance et on voit que tous les ans, de plus en plus est provisionné pour justement les dégâts climatiques. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une légère accélération quand même de ces phénomènes et une augmentation de leur force globale? C'est sûr, parce que après il y a des scientifiques qui travaillent que sur ça. C'est approuvé avec les chiffres à l'appui, avec tous les exemples. Donc c'est pas le ressenti, mais c'est le climat, le changement climatique a un impact beaucoup plus global que simplement le ressenti de température. D'accord. Donc en synthèse, il faut pas regarder au-dessus de sa tête pour comprendre ces problématiques, mais c'est bel et bien des changements, notamment les grands courants. Les grands courants, des anomalies qu'on ne connaît pas avant, et puis on a du mal à prévoir justement le résultat ou les impacts réels, puisque là on parle de limiter la température en dessous de 2 degrés, parce que on sait qu'au-delà de ce changement-là, c'est irréversible. Donc il y aura des impacts qu'on ne peut plus contrôler. Surtout que la Terre est un système extrêmement complexe où effectivement il y a des courants marins, il y a des jet streams d'altitude, il y a tout un tas de choses. Et donc vous n'avez pas besoin de faire peur à vos clients pour les convaincre. C'est ça que, en fait, je voulais faire une transition dans ce sens-là. Vous n'avez pas besoin d'éduquer vos clients pour qu'ils investissent. Vous n'avez pas besoin de les effrayer. Vous n'avez pas besoin de leur faire peur. Il y a déjà une conscience actuellement dans tout le milieu du business que c'est une problématique de long terme. Oui, il y a une conscience, mais c'est pas ça qui fait que je peux convaincre mes clients. Alors, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à convaitre vos clients? C'est parce qu'elle leur fait gagner des sous. Mais exactement. Mais évidemment, c'est la base du business. C'est très pratique. Il faut trouver des points d'intérêt. Alors, est-ce que vous voulez pas me donner à moi un exemple concret, moi qui ai besoin d'être convaincu, entre guillemets. Tu es en train de me bouffer toutes mes questions les unes après les autres. Un exemple concret, pardonne-moi Christophe, c'est comme si tu l'avais posé. Un exemple concret vraiment de business qui s'est déclenché autour de ces problématiques de changement de climat. Changement de climat, je vais peut-être parler quelque chose d'un peu moins macro, puisque le changement climatique c'est tellement macro que parler concret c'est un peu... Pour parler concret déjà, donc là tu me donnes une information, il faut se focaliser sur un sujet. Exact. Alors je t'écoute. Alors, dans le domaine de l'environnement, par exemple, je parle de la Chine beaucoup parce que c'est un marché que je maîtrise,
y a des besoins monumentaux en termes de traitement de l'air, déchets, l'eau, le sol, etc. Aujourd'hui, par exemple, la Chine a beaucoup d'industries assez lourdes. Nous parlons en ce moment avec la municipalité de Nanjing qui cherche une solution permettant de traiter son problème de déchets, parce qu'autour de Nanjing, il y a beaucoup de parcs industriels pétrochimiques très polluants, et la solution actuelle, traditionnelle, ne suffit plus, c'est-à-dire l'enfouissement de déchets ou l'incinération ne suffisent plus, et ces solutions-là sont pas 100% efficaces, puisque même l'incinération, il y a toujours problème de des émissions pollution atmosphérique. Il y a toujours des résidus. Alors il faut des fours très spéciaux. C'est très compliqué. Donc nous avons identifié parmi les solutions une solution française qui est une solution base de traitement plasma qui permet de traiter le déchet très très difficile radicalement. Alors, j'ai un scoop pour vous. Ce traitement des déchets torche plasma a été développé dans les années 90 à l'aérospatiale Aquitaine, à côté de Bordeaux. J'étais petit stagiaire en marketing dans ce département là-bas. Je connais. Au départ, on avait fabriqué les torches à plasma pour simuler les rentrées dans l'atmosphère des coiffes de missiles. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça produisait une température phénoménale et que cette température permet sur les pyralènes, les pyrabènes, les déchets extrêmement toxiques que la combustion classique envoie dans l'air, le traitement de torches à plasma permet de les vitrifier. Quasiment, et de les faire. Donc alors là, je ne reviens pas. Alors, voilà, je suis tombée sur l'expert. Non, mais vraiment, alors déjà, sachez une chose, le hasard. Si vous avez besoin de quelqu'un pour défendre la région Aquitaine, c'est votre homme. Il arrive toujours, dans n'importe quelle interview, quel que soit le sujet, à parler de sa région. Il est formidable. Là, c'est vraiment le hasard. C'était mon tout premier stage de fin d'études. J'avais fait des études de marketing au début. Et je me suis retrouvé au département torche à plasma à Saint-Médard-en-Jalles, à l'aérospatiale Aquitaine. Alors, je voulais vous demander... aujourd'hui, quelles sont les pistes non seulement les plus sérieuses, mais les plus faciles à mettre en œuvre en matière d'énergie renouvelable, parce qu'on sait qu'il y a une quantité de la marée motrice. C'est quoi le plus simple et le plus efficace aujourd'hui en fonction des endroits? Est-ce que c'est le solaire? Est-ce que c'est l'éolien? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Comment un peu vous faites vos choix dans ce genre de choses? Oui, j'aime beaucoup cette question aussi, parce que c'est tout à fait ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle et il faut bien comprendre chaque cas qui est différent. Je prends un exemple. En ce moment, on travaille sur un sujet qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui est passionnant. C'est le domaine de l'écomobilité. Quand on parle de l'écomobilité, on pense tout de suite aux véhicules électriques. Or que cette solution, peut-être, c'est pas le plus adapté partout dans le monde. Pourquoi? Je m'explique. Allez-y, oui. Parce que les véhicules électriques utilisent de l'électricité. D'où vient l'électricité? Ça vient des productions différentes. Donc, si un pays, par exemple la Chine, qui a une électricité finalement très carbonée, puisqu'il y a beaucoup de charbon dedans, ça fait pas beaucoup de sens de beaucoup utiliser de voitures électriques, puisque vous utilisez à ce moment-là de l'électricité assez sale. Alors pour plein d'autres pays, par exemple, je pense à la Colombie, qui a un réseau d'électricité peu carboné, puisque 70% de l'électricité produite dans ce pays-là vient de l'hydro. Ça fait plus de sens. D'accord. Et puis pour la Chine, on peut aussi réfléchir sur des solutions comme l'hydrogène ou quelque chose qui combine l'électricité ou quelque chose d'autre qui fera plus de sens. C'est pour ça que vous avez des ingénieurs chez vous pour justement faire de la veille technologique sur ces technologies, savoir et surtout
lesquels sont les mieux adaptés à l'endroit, parce que ça conditionne la réussite du business que vous vendez à vos investisseurs. Oui. Et puis, un autre exemple, c'est en Afrique. En Afrique, évidemment, on pense au solaire, puisque... oui, c'est ce qui vient de l'esprit en premier lieu, effectivement. Ils en ont, a priori. Voilà. Donc, en plus, l'industrie solaire, aujourd'hui, est devenue très compétitive. Le coût de production de panneaux solaires a diminué de plus de 80% par rapport à l'origine. Donc, et c'est vraiment une solution propre, le solaire. Tout est relatif. On ne peut pas dire qu'il y a une solution propre à 100%, puisque après, on va rentrer dans le recyclage de panneaux, la fabrication. Les terres rares qui sont nécessaires pour les fabriquer, qu'il faut bien transporter, qu'il faut bien extraire. Il n'y a aucune problématique n'est simple, finalement, dans votre boulot. Quoi. Non. Mais on essaie de trouver le juste milieu, le plus adapté. En Afrique, il y a beaucoup d'industries qui sont situées hors réseau, qui ne sont pas connectées. Donc, il faut trouver des solutions pour des sites isolés. Il faut trouver des solutions de stockage. Oui, l'électricité, comme chacun sait, c'est très compliqué à stocker. Il faut trouver des solutions. Il faut designer des activités qui consomment d'électricité quand il y a la production aussi. Voilà, donc c'est vraiment des problèmes assez complexes. Faut regarder dans tous les angles. Après, il faut chiffrer. Oui, bien sûr. Et donc justement, puisque vous parlez de l'Afrique notamment, monter de projets pareils nécessite d'avoir des interlocuteurs effectivement de type ingénieur, ceux qui ont la solution, les populations locales, parce que c'est bien de leur demander ce qu'elles veulent aussi, parce que des fois on a plaqué des solutions sur des gens qui n'avaient rien demandé et ça a été une erreur. Mais également beaucoup de contacts politiques, bien évidemment, parce que pour mettre en œuvre ces politiques dans des pays, il faut passer par les autorités. Oui. Est-ce que finalement, votre métier est en partie politique, et est-ce que c'est pour ça notamment que vous avez recruté comme associé Philippe Cos, qui est un ancien diplomate, et qui à ce moment-là, lui, peut-être a l'habitude de ces contacts de haut niveau et un certain carnet d'adresses? Complètement, ça nous aide beaucoup, puisque en face de nous, on a des clients, on a des gouvernements comme clients, on a des organismes internationaux, et il faut bien sûr intégrer la notion presque de diplomatie. C'est important. Je parlais tout à l'heure de Fonds vert pour le climat, puisque nous sommes la seule entreprise française accréditée auprès de ce Fonds vert pour le climat en tant qu'observateur pour le secteur privé. Et cet organisme, c'est un mini Nations Unies. Donc tout est négocié donc on compte sur entre vous le pays. Pour faire des rapports honnêtes sur les secteurs que vous délivrez, qui soient acceptables par toutes les parties. Parce qu'on dit souvent qu'il faut en favoriser une par rapport aux autres et tout. Chaque pays a ses propres ses propres outils, ses propres mesures. Et ses propres considérations, ça c'est normal. Voilà, donc la négociation de climat, c'est très politique, c'est très diplomatique. Donc oui, c'est important. C'est important d'avoir cette vision politique et diplomatique sur ce qu'on fait. Et est-ce que vous avez, je suppose, une idée du périmètre que pourrait prendre ce genre de business autour des énergies renouvelables? Est-ce que sur quelle base on peut partir? Est-ce qu'un jour ça sera comparable et similaire aux énergies fossiles? Est-ce que c'est vraiment la garantie pérenne? Parce que c'est sûr qu'en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on aura pompé le dernier litre de pétrole et extrait le dernier gaz, il a fallu tellement de temps à la Terre pour les fabriquer que on n'en aura plus pendant un bon bout de temps, quoi. Oui, c'est sûr. Oui. Déjà, avant d'arriver à l'épuisement de l'énergie fossile classique, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Oui. Un exemple concret aussi, vous prenez le même litre de même moteur. Vous prenez le même moteur en Europe et en Afrique. Vous mettez 1 litre de diesel dans ces deux moteurs-là. Alors, le litre de diesel en Afrique pollue 50 fois plus que
celui de... Il est moins bien raffiné, il est plus lourd. Ah, c'est pour ça? Oui, c'est ça. Il est moins bien raffiné? Oui, complètement. Ah, on n'est même pas tous égaux dans le monde avec le raffinement. Ah non, sûrement pas, non. Je savais pas, moi j'apprends. Oui, c'est donc c'est dingue ça. Déjà, on peut avant de parler, il n'est pas au même prix d'ailleurs, non plus. Donc c'est du carburant low cost. Tout pourri, quoi, qui pollue. C'est ça, qui n'est pas cher, qui est adapté à l'économie des pays. D'accord, ok, alors ça c'est vraiment un exemple concret. Donc là, votre entreprise œuvre pour changer cet état de fait, c'est-à-dire c'est changer un business, l'améliorer, le faire évoluer. Oui. Wow. Donc, avant de réfléchir sur, entre guillemets, les solutions miracles, il y a des choses très concrètes. Oui, c'est d'éviter les bêtises. Oui. Ces gens-là. Oui, il y a des choses très concrètes et très faciles à mettre en œuvre. Donc, nous accompagner des entreprises qui sont intéressées à mettre en œuvre ces solutions plus durables, plus propres. Alors, bien évidemment, ils ont besoin de combiner avec différents types de financement. Oui, c'est ce qu'on fait. Donc, on pousse pour qu'il y a des projets concrets intéressés par des entreprises, par des secteurs privés. C'est comme ça qu'il y aura un impact plus important dans le monde. Parce que l'épuisement des fossiles, le fameux peak oil, on en parle quand même depuis 30 ans. Il y a des gens qui disent c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans. Il y a d'autres qui disent ouais, mais attendez, on n'a pas encore été chercher les schistes bitumineux, on n'a pas encore été chercher... Ça, j'y crois plus. Il y a encore des forages, on découvre encore de temps en temps des poches de gaz ou de pétrole qu'on n'avait pas été chercher jusque-là et autres. À votre avis, c'est de quel ordre d'idées, en fonction de... Sachant que plus on va mettre en œuvre des solutions alternatives, plus paradoxalement on va faire durer les dernières poches, parce que j'avais lu un article qui était assez radical, qui disait qu'à un moment donné, il faudrait peut-être même payer certains des pays qui ont encore du gaz et du pétrole sur leur sol pour qu'ils n'aillent pas le chercher. Oui. Afin de dynamiser afin précisément de dynamiser et de donner un coup de fouet au secteur, puisque en raréfiant l'offre, forcément... Je vous ai vu rire en réaction. Mais c'était peut-être un peu engagé, de laisser dans le sol des énergies fossiles. Je pense qu'on ne peut pas imposer des décisions comme ça à des pays producteurs de pétrole ou de gaz. Non, on voit bien quand même que le Qatar, l'Arabie Saoudite, là, diversifie à toute blinde, parce que d'autant plus que généralement, ce sont les pays producteurs qui diffusent l'état de leurs réserves, et souvent les chiffres sont des fois sujets à caution. Je vois votre sourire que ça vous dit quelque chose. Ça. Bon. Moi, je réfléchis plus à l'envers. Oui, c'est-à-dire je dis il faut créer des opportunités et des économies plus intéressantes dans tout ce qui est innovant, tout ce qui est propre, pour que ces pays-là se rendent compte finalement il y a d'autres choses qui créera des économies plus intéressantes que ça rend moins intéressant l'exploitation. Complètement. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est mon point de vue. D'accord, ok, oui, c'est votre leitmotiv aussi. Donc c'est concrètement aujourd'hui, vous pouvez annoncer, vous, à vos clients, laisse tomber les vieilles énergies, tu te feras plus d'oseille dans les énergies renouvelables. Je parle avec des termes un peu argotiques exprès. Aujourd'hui, il y a plus d'argent à gagner dans les énergies renouvelables, dans le vert, que dans les énergies fossiles. En mettant de côté toute idéologie. Oui, en mettant de côté les idéologies, vraiment, en mettant tout ça de côté, en balayant tout ça. Je pense que c'est en train d'arriver. Ouais, c'est en train d'arriver, d'accord. Oui, c'est en train d'arriver parce que c'est quand même un domaine très très diversifié, parce qu'on parle de ça touche beaucoup de secteurs. Ça touche le secteur de transport, ça touche le secteur de construction de bâtiments, ça touche le secteur de l'énergie, production d'énergie, d'agriculture agroalimentaire. Donc il y a énormément de potentiel de business à créer. Première arrivée, premier service, c'est ça que vous dites à tous vos investisseurs. Vous serez dans la place? Non, les investisseurs ne sont pas non plus parce que c'est pas naïfs. C'est pas des projets court terme. Vous leur garantissez pas un retour sur investissement le lendemain. Ils commencent à avoir des success stories dans des clean tech. Ah bon? On voit
on voit pas encore des licornes qui s'émergent, mais il y a des belles success stories qui arrivent et c'est pour ça on voit de plus en plus de fonds d'investissement spécialisés de plus en plus pour investir dans ce domaine-là. En tant qu'étrangère, j'aimerais avoir votre avis, parce que peut-être que vous allez les voir aussi à l'occasion quand vous levez des fonds, quand vous cherchez, sur le rôle de la BPI en France. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce qu'on dit en France, souvent, l'administration se mêle de tout, il ferait bien de foutre la paix aux gens et de les laisser tranquilles. Qu'est-ce que vous en pensez de la BPI, de ce qu'ils font ? Moi, je trouve que la BPI s'occupe évidemment beaucoup de choses et ils ont des initiatives plutôt intéressantes dans le domaine de clean tech. Ce que je constate. Après, j'encourage évidemment la BPI France de collaborer de plus en plus et de plus d'envergure avec la Chine, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on peut créer des synergies, c'est comme ça que pour les industries françaises et les innovations françaises, c'est comme ça qu'on peut les accompagner à grandir, à gagner du marché. Parce qu'on a reçu ici beaucoup de start-up et tous nous disent, si on n'a pas le financement BPI, c'est très compliqué d'aller chercher des investisseurs privés. À partir du moment où on a le financement BPI, ça devient plus facile parce que les privés se disent, bon, il y a une partie qui a déjà été investie. Ça, c'est vrai, puisque c'est un peu le rôle aussi de BPI France, puisque il faut bien quelqu'un qui prenne le risque tout au début, avant... Donc c'est le contribuable qui prend le risque. Avant un investisseur privé... oui, plus ou moins. C'est plutôt du bon boulot ce qu'ils font. Mais il faut, c'est une stratégie d'État. Tout à fait. La Chine aussi a ses stratégies d'investissement dans l'innovation, dans les startups. Donc, c'est primordial. Donc vous croyez au rôle des États forts dans cette conversion qu'il faut qu'on fasse, quoi. Je constate plutôt. C'est intéressant puisque avant-hier, j'étais en face d'une délégation chinoise de China Academy of Science. Ils sont en train d'élaborer des stratégies, ils sont en train de conseiller le gouvernement chinois sur la stratégie d'innovation de la Chine à l'horizon 2020 et 2050. Et autour de table, il y avait des personnalités françaises, notamment un ancien ministre, qui disait que ce qui manque en France, c'est cette vision à long terme. C'est Raffarin ? Non. Non, parce que là, on n'aurait pas été étonné. Bon. Oui, voilà. Donc, c'est vrai. Ce que je vois, c'est que la Chine a souvent une vision beaucoup plus long terme que beaucoup de pays occidentaux qui réfléchissent au mandat politique de 5 ans. Merci en tout cas de nous passionner sur ce sujet, c'est pas évident. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale avec un artiste qu'on va vous faire découvrir. Il s'appelle Jiao Zheng. Le titre, c'est « Je t'emmène en voyage ». C'est bien sûr la traduction de ce titre. Pop chinoise, mon cher ami, régalez-vous.